Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce tout premier épisode de Folles Enchères TV, l'émission qui révèle les coulisses des salles des ventes. Au sommaire, ce soir, nous retrouverons Jules Régis, qui viendra nous parler des ventes de fonds d'atelier. Ces ventes qui lèvent le voile sur des artistes oubliés et qui, pour celui qui sait regarder, regorgent de trésors. Dans sa chronique météo, Lucien nous parlera notamment de peinture et du déluge d'enchères observé le week-end dernier en Touraine. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Alexandra Chailloux. La commissaire-priseur s'apprête à animer avec son associé Jérôme Duvillard une vente aux enchères inédite à l'Olympia, celle des photographies de Patrick Uhlmann. C'est le lot complètement marteau. Bonsoir Alexandra Chailloux. Bonsoir Diane. Alors Alexandra Chailloux, vous êtes commissaire-priseur avec Jérôme Duvillard à la tête de Quai des Enchères à Mâcon. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce n'est pas un lot complètement marteau à proprement parler, mais 267 lots complètement marteau qui composent donc cette vente qui aura lieu à l'Olympia le 18 juin. Et donc ces lots, ce sont les photos inédites de Patrick Uhlmann, qui fut le photographe attitré de l'Olympia de 1969, c'est ça, à 94, donc 25 ans. Exactement. Alors évidemment, c'est quelqu'un de très attachant. C'est passer du temps avec Patrick Uhlmann, c'est avoir des milliers de petites anecdotes, de petites histoires de coulisses de son travail de photographe à l'Olympia. Donc autant dire que c'est un moment délicieux. En fait, il faut savoir que Patrick Uhlmann est né en 1942. Il a été formé au studio Harcourt par Monsieur Benoît. Très vite, il était passionné du monde de la chanson et très attiré. Il passait beaucoup de temps à photographier les personnalités qu'il pouvait voir sur scène. Et notamment, l'histoire a commencé surtout en 1969, lorsqu'il a assisté au théâtre Bobino à Paris, au concert de Léo Ferré. Ce qui est quand même assez atypique, c'est que donc en 1969, on lui a proposé d'investir une petite salle en contrebas, c'est ça, de la scène. Oui, parce qu'en fait, exactement, parce qu'en fait, Patrick a eu deux rencontres majeures dans sa vie professionnelle, entre guillemets, et amicale aussi. Celle avec Léo Ferré, bien sûr, dont il est devenu le photographe officiel. Et puis, la rencontre avec Bruno Cocatrix, qui était le directeur de la salle de l'Olympia. Et c'est lui qui lui a donné finalement l'opportunité de devenir le photographe officiel en lui installant son studio et laboratoire vraiment dans le bâtiment, au sous-sol. Mais son studio, son laboratoire, c'était toute sa vie se passait à l'Olympia. Toute sa vie, exactement. Ouais. Exactement. Oui, parce qu'il fallait que les tirages, c'est ça, soient publiés dès le lendemain. Exactement. Donc finalement, il prenait les photos et directement retournait dans son laboratoire faire les tirages. Donc, et donc il a fait ça 25 ans. C'était une vie passionnante parce qu'il a noué des liens. C'est quelqu'un qui est très attachant et qui a noué des liens vraiment intéressants avec certaines de ses figures. Oui, parce que dans la vente aussi, il y a des photos plus intimistes aussi, avec Léo Ferré notamment. Léo Ferré et puis Claude Nougaro, avec qui il a vraiment lié une vraie amitié. Il est également devenu son photographe attitré. Et donc, c'est ce qu'on ressent dans son travail finalement. C'est autant son travail de photographe méticuleux, mais surtout, avant tout, cette façon très sincère et de les photographier et d'avoir des moments très précieux. Oui, parce qu'on a à la fois toute une partie de photos donc pris depuis cette salle en contrebas, donc avec cette contre-plongée tout à fait particulière. J'ai en tête par exemple la photo de Barbara qu'on voit en contre-plongée et il retient que ce qu'il souhaite retenir finalement, ce visage, ces deux mains qui s'offrent au public. Qui flotte comme ça dans un... Oui, c'est vraiment... Alors c'est un angle, effectivement, comme vous dites, mais c'est aussi ce contraste entre l'intensité de la lumière et la profondeur des noirs de ces tirages. Il y a vraiment, effectivement, on a notamment ici, j'ai pris cette photo de Léo Ferré, où on voit finalement ce contraste qui amène juste à avoir les traits de la silhouette de Léo Ferré
et rien de plus. Les artistes aimaient se faire photographier par Patrick parce qu'il avait saisi, c'était un moment vrai. Et alors il y a des photos aussi absolument incroyables, alors pas prises cette fois-ci en contrebas, mais dans les coulisses directement, je pense notamment à la photo de Dalida. Voilà, c'est des petits moments où on va voir... où on imagine aussi ce qu'elle pouvait ressentir. La tension, elle est extraordinaire, cette photo est extraordinaire. Alors il faut savoir que ces photos, elles sont toutes marquées d'un tampon, le tampon de la vente, parce que dans la vente, ce qui est important, c'est bien sûr les objets, les lots qui sont présentés, mais aussi la provenance. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la provenance est importante, et donc la traçabilité. Donc c'est l'occasion d'avoir créé pour Quai des Enchères un tampon, et toutes les photos auront le cachet de la vente Olympia. Et alors comment ces photos ont été choisies? J'imagine par Patrick Ullmann, peut-être avec vous également. Comment vous avez composé le catalogue? Alors il faut savoir qu'en fait le fond photographique de Patrick Ullmann a subi beaucoup malheureusement de péripéties, et notamment l'Olympia a eu plusieurs problèmes d'inondation, et c'est au cours de ces problèmes d'inondation qu'il a perdu un grand nombre de négatifs, de photos, de tirages. Donc aujourd'hui il lui reste évidemment quelques tirages qu'on présente argentiques d'époque, que l'on va présenter dans la vente, mais il a eu l'intelligence de sauvegarder les négatifs en les scannant, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir tout de même des photos, et c'est ce qu'il reste véritablement du fond photographique de Patrick Ullmann. Et donc là il y a 4 types de tirages. On a 4 tirages, et c'est important pour pouvoir bien comprendre lorsque l'on souhaite enchérir parmi les lots qui seront présentés. On a un tirage qui est argentique, qui est le tirage d'époque, donc qui est réalisé par Patrick Ullmann. Il faut savoir que Patrick Ullmann ne photographiait que à l'argentique. Principalement, il utilisait le Mamiya et le Nikon au format 6x6 et 6x7. Donc, il n'a jamais utilisé d'appareil numérique. Et tous ces tirages sont supervisés ou étaient réalisés à l'époque, en tout cas par Patrick Ullmann, et sinon supervisés par Patrick Ullmann, parce que cette profondeur des noirs, cette intensité, elle est due bien sûr à l'œil du photographe au moment où il va cliquer, mais aussi le tirage est extrêmement important. Donc on a les argentiques de l'époque, on a les argentiques qui ont été exposés à la FNAC, à l'Étoile. Exactement. En 74, et puis on a les séries réalisées, donc les séries numériques réalisées à partir des négatifs qu'avait scanné Patrick Ullmann. Ces tirages numériques sont réalisés sur un papier Canson, un Canson Barita de 310 grammes, et pour la petite anecdote, Canson avait tellement été subjugués par les tirages sur ce papier qu'ils ont offert et sponsorisé l'exposition, et sur les tirages ont pris à leur charge le tirage. Voilà, les frais du tirage. Et alors, est-ce que tous les 4 tirages, est-ce qu'il y a des estimations qui diffèrent justement en fonction du tirage? Alors oui, parce qu'il y a certains lots qui sont justifiés, pour la plupart sont justifiés sur 10 pour les tirages numériques, parfois sur 5, donc ça compte aussi dans la valorisation, bien sûr, mais c'est des toutes petites estimations, puisqu'on démarre pour les plus basses à 150 € et pour les plus hautes à 400, donc finalement... C'est très attractif. Oui, alors en plus la vente s'adresse vraiment à tout le monde, hein, parce qu'il y a effectivement des photos des années fin des années 60, début 70, et ensuite il y a aussi des photos de M, vous en avez rapporté. Exactement. De célébrités. En fait, on va venir couvrir toute la période de ses débuts, finalement, de ce qui reste de ses débuts, jusqu'à, comme vous dites, M, Mathieu Chédid. C'est vrai qu'on apprend aussi des choses même sur l'histoire du spectacle français. Mais c'est phénoménal, parce qu'en plus, quand
on échangeait avec lui lors du récollement en fait, du fonds photographique. Bon, il a toujours des petites anecdotes et donc il nous raconte l'aventure Serge Reggiani, lorsqu'il prend les premières photos de Serge Reggiani et qui lui explique à la fin, bon bah voilà, maintenant on va partir parce que j'ai les huissiers qui arrivent et qui vont saisir tout mon mobilier. Donc bon voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont un peu surprenantes. Ou bien la fois où il vient pour photographier Charles Aznavour, c'est les premières photos qu'il fait de Charles Aznavour. Et en fait, il faut savoir que les débuts de Patrick Uhlmann ont été quand même un petit peu difficiles. Il n'avait pas une situation très confortable et donc il n'avait pas de pellicule. Donc il a fait semblant de prendre des photos de Charles Aznavour, mais il n'avait pas de pellicule dans l'appareil. Voilà. Et donc il a dû lui avouer, puisque finalement ils sont devenus très amis, il a dû lui avouer par la suite qu'il n'avait jamais fait les photos. Donc il y a plein de petites anecdotes tout au long de la vente. J'imagine que lui, il doit vivre aussi cette vente avec beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions et encore plus lorsque il a vu son nom s'afficher, lorsqu'on a fait l'affichage à l'Olympia même il y a quelques jours avec en lettres rouges le nom de Patrick Uhlmann. Pour une fois, c'était lui qui était à l'affiche véritablement et je pense que c'était un moment assez marquant également pour lui. Et quelle est la clientèle pour ce marché ? Est-ce que finalement il y a autant de typologies d'acheteurs que de célébrités qui sont représentées ? Comment fonctionne ce marché ? Cette vente s'adresse autant à des collectionneurs de photos que des novices qui ont envie d'avoir chez eux un petit morceau de l'Olympia, un petit morceau d'histoire, un petit morceau ou la passion ça peut être également la passion pour un chanteur qu'ils ont envie d'avoir chez eux. Enfin voilà, Est-ce que vous allez vous relayer au marteau avec Jérôme Duvillard ? Comment vous allez Alors pour l'instant, on sera au minimum 2 voire 3 commissaires-priseurs pour animer la vente. Le but, c'est que ça soit tout de même un moment sympathique et qu'on puisse animer ça de façon vivante et à l'image de ce que peut être cette collection le plus humainement chaleureux et sincère. Voilà. Alors avant de quitter Alexandra Chailloux, je vous propose, si vous le voulez bien, de vous prêter un petit exercice. Je vais vous poser une série de questions, le temps d'un chrono d'1 minute. Oui, aïe, aïe. Marteau. Alors, Maître Chailloux, je lance le chrono dès que vous êtes prête. Prête. Allons-y. Le lot que vous rêveriez de vendre. Les artistes contemporains, je trouve qu'il y a des très beaux travaux et j'aimerais pouvoir les défendre, effectivement. Le lot que vous regrettez de ne pas avoir vendu. Un très beau médaillon du 17e. On avait fait un gros travail de documentation, on l'avait récupéré en journée expertise gratuite et malheureusement, par sa provenance, on n'a pas pu le présenter à la vente. Le lot le plus insolite que vous ayez eu à vendre. Alors, il s'agissait d'un tableau du 17e attribué à Flegel qui avait été découvert par ses propriétaires au moment de faire des travaux dans leur cheminée. Il était caché dans la cheminée depuis probablement bien 30 ou 40 ans. Le lot que vous refusez systématiquement. La lampe à pétrole. Le lot que vous auriez aimé garder pour vous. Il n'y a pas une vente où on n'aurait pas envie de garder au minimum un objet pour soi, malheureusement. Merci beaucoup Alexandra Chailloux d'avoir été avec nous. Alors je le rappelle, donc la vente Les Étoiles de l'Olympia aura lieu le 18 juin à l'Olympia. Alors les places sont limitées évidemment, mais la vente est retransmise en direct sur interenchères.com à partir de 14h. Merci beaucoup. Merci Alexandra Merci Chailloux. Bon retour à Mâcon. Merci. Alors je vous propose maintenant de retrouver notre second invité, Jules Régis, qui vient nous parler d'une typologie de vente qui connaît un engouement ces dernières années, les ventes de fonds d'atelier. Ce sont les enchères en mouvement. Bonsoir Jules Régis. Bonsoir. Alors Jules Régis, vous êtes commissaire-priseur à Deuil-la-Barre et vous travaillez en famille avec votre mère Valérie Régis. Et alors, vous êtes jeune commissaire-priseur, mais ça fait longtemps que vous travaillez dans cette maison, parce que vous avez commencé comme clerc, c'est ça ? C'est ça, je suis rentré à l'hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency en 2015. Donc ça fait bientôt plus de 10 ans. Et alors, à l'hôtel des ventes de la Vallée de Montmorency, il y a une spécialité qui est vraiment récurrente, au moins une fois par an, je dirais. Ce sont les ventes de fonds d'atelier. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle exactement une vente de fonds d'atelier ? Alors les ventes de fonds d'atelier, c'est des ventes assez amusantes, d'abord à préparer, puisqu'en fait la vente de fonds d'atelier, c'est
la mise en vente de tout un corpus, de tout un ensemble de ce qu'on pourrait appeler même l'œuvre, avec un O majuscule, d'un artiste aux enchères, que ce soit les dessins, les esquisses, les tableaux, certains tableaux totalement inédits, jamais exposés, et puis même pour certains artistes totalement inédits ou jamais exposés, que ce soit des artistes qui aient déjà une carrière il y a 50, 60 ou même 100 ans, ou des artistes plus contemporains, plus récents. Donc c'est un exercice assez amusant. Alors ce sont des ventes très anciennes qui existent déjà, même au 19e, on en a eu beaucoup. Oui, il y a des ventes, célèbres au 19e siècle. Comme ça, je pense par exemple à la vente d'ateliers Corot ou de la Croix. Et puis il y avait même déjà des figures du marché de l'art qui étaient très spécialisées sur les ventes d'ateliers. Comme ça, je pense à un certain Ambroise Vollard qui s'était intéressé très tôt à un petit Pablo Picasso, avant que Pablo Picasso ne devienne un artiste, évidemment, un monstre sacré du XXe siècle. Ambroise Vollard avait déjà compris. Donc les ventes d'ateliers, voilà, c'est quelque chose qui existe. Qui est très ancien. Alors moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est la vente de fonds d'atelier de Camille Corot, où on raconte en fait que c'est lors de cette vente posthume, que beaucoup de gens ont découvert en fait que c'était pas qu'un paysagiste, mais aussi un grand portraitiste, parce qu'il avait tous ses portraits cachés dans son atelier. Donc c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'en fait il avait un vrai talent de portraitrice. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir à la fois des artistes oubliés, méconnus, mais aussi des pans méconnus de l'œuvre d'un artiste. Exactement, de redécouvrir un artiste, finalement. C'est ça, la vente d'atelier. Ouais. Et alors vous avez un peu brassé toutes les typologies d'artistes, donc des artistes connus qui ont une petite notoriété locale, des artistes absolument inconnus, ou des peintres du dimanche, on peut dire, ou des artistes aussi plus réputés. Ouais, on a eu tous les, enfin, je dis pas tous les cas de figure parce que c'est sans fin, mais on avait fait par exemple le fonds d'atelier Ernest Coste, qui était un grand peintre naturaliste de la fin du 19e siècle, d'ailleurs qui était un peintre admiré par Vincent Van Gogh, donc c'est amusant, on a refait la vente, je ne vais pas dire la vente du maître, mais c'est rigolo. On avait fait aussi une vente d'atelier autour d'une danseuse anglaise qui était arrivée à Saint-Paul-de-Vence en 1915, Lois Hutton, où c'était des carnets de croquis à la base, et finalement tout était mais génial. Et, enfin, c'est des ventes surprises, c'est des ventes, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, nous on le sent. On se dit, bah tiens, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Alors bon, nous, on a l'habitude un petit peu, mais parfois le marché suit, ou le marché suit un peu plus timidement, mais non, tout est possible. Oui, parce que ce sont des ventes, j'imagine, dans la préparation qui sont assez chargées émotionnellement, parce que vous rentrez aussi dans l'intimité des proches, de l'artiste potentiellement encore vivant ou non. Oui, et puis on essaye de reconstituer un peu le puzzle de l'œuvre de l'artiste, alors que ce soit sur la présentation de la vente, c'est-à-dire que, on a, je sais pas, une centaine, 100, 200, 300 œuvres à mettre en vente. Alors, est-ce qu'on commence par les œuvres de jeunesse? Est-ce qu'on commence par des œuvres très représentatives et qui sont finalement les œuvres auxquelles on s'attend on se dit tiens, c'est des choses sur lesquelles il va y avoir de l'intérêt, alors ça va peut-être créer derrière une sorte d'émulation sur le reste de la vente. C'est toujours il y a des stratégies pour présenter l'œuvre d'un artiste. Donc, et puis parfois on est même obligé de le faire sur plusieurs ventes, sinon ce serait totalement indigeste d'abord pour le public le jour de la vente, et puis même pour le marché, puisqu'il faut que le marché prenne le temps de se mettre en place, de se structurer, et puis et justement qu'il puisse absorber de nouvelles œuvres et surtout de nouveaux artistes sur le marché. Donc c'est très important. Voilà, c'est tout un équilibre. Alors, je ne vais pas dire un savant dosage, mais il y a un peu de ça. C'est assez, c'est à force à force d'en faire, à force de voir comment les choses se déroulent, qu'on finit par avoir une expertise là-dessus, en tout cas sur la manière de faire. Et alors, est-ce qu'il y a une vente de fonds d'atelier qui vous a particulièrement marqué? Alors, une, je sais pas. Deux, c'est possible. Comme ça, je vais vous parler de la vente d'atelier. Enfin, il y en a eu 4. Donc, les ventes de l'atelier Jean Thomas, d'abord, c'était une rencontre parce que c'est une famille géniale. Et puis, c'était un artiste génial. Et je pense qu'on a bien cerné le personnage. En tout cas, on a bien cerné sa peinture et on a réussi à défendre
quelque part tout un ensemble de tableaux, même des aquarelles ou des dessins préparatoires, qui étaient jusqu'alors inconnus du public, du grand public. Et on l'a vu très vite, et ça c'est aussi grâce au magazine des enchères, on a vu qu'il y a vraiment eu quelque chose, il y a eu un coup de cœur de la part soit d'amateurs de peinture, soit de collectionneurs, soit du marché, et qui ont fait que les 4 ventes Jean Thomas ont été vraiment au-delà de ce qu'on espérait. Enfin voilà, c'était vraiment une surprise, mais une surprise géniale. C'est vrai que c'était un artiste très talentueux, peut-être qu'on peut rappeler un petit peu. Je me souviens moi, des œuvres de jeunesse qui étaient un peu dans le sillon de Matisse, léger, puis après on allait vers quelque chose de quasi photographique en fait. Ouais, en fait c'était un artiste formé, c'était un pur contemporain de Bernard Buffet. Donc il s'est formé au même endroit, même moment, École des Beaux-Arts de Lyon, et puis très vite il s'est tourné vers la peinture de paysage, mais un paysage assez réaliste, mais quand même avec un peu d'invention, un peu de création à travers ça. Il est parti à New York dans les années 70, où il a fait des grands formats, des belles compositions sur le New York des années 70, exactement, qui du coup n'existe plus. Donc intéressant, peintre intéressant, que des grands formats, ce qui a été d'ailleurs le point de départ du problème, puisque c'était donc dans la maison de l'artiste et que ça prenait quand même un petit peu de place. Il fallait trouver une solution. La vente d'atelier était une solution pour présenter l'artiste, pour raconter cette histoire et pour permettre à ses œuvres de trouver une nouvelle vie. Et alors quand vous préparez une vente d'atelier, est-ce que vous faites une sélection ou au contraire est-ce que vous prenez tout sans exception? Alors on prend tout sans exception. Après la sélection va faire en sorte d'amener les choses pour que ce soit, encore une fois, que ce soit cohérent. On ne peut pas faire une vente, je sais pas, pour un exemple d'un carnet de croquis, on ne va pas vendre feuille par feuille, sauf si chaque feuille est incroyable. Mais du coup, voilà, il y a dans une vente d'atelier différents types de publics et on n'hésite pas parfois à faire une partie de la vente plutôt consacrée à des professionnels du marché de l'art, à travers la vente en lot de plusieurs feuilles, de plusieurs cartons, de plusieurs carnets de croquis. Et après, on va aller cibler les œuvres majeures, entre guillemets, sur toile, et puis répertorier les choses, essayer de les dater, de les documenter. Et parfois, on y arrive très bien. Ouais. Et c'est génial, quand on retrouve un peu tout ce passé, toute cette histoire, on reprend le fil d'Ariane, et puis on arrive à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, et puis ce qui est assez génial aussi, moi je trouve, dans ces ventes, c'est qu'en fait on a, vous disiez donc les croquis, on rentre vraiment dans les coulisses de la création, et puis on a tous les médiums aussi. Et là je pense par exemple à la vente que vous avez organisée de Zloty, qui est un pionnier du street art, peut-être un petit peu moins connu que les autres, et pourtant vraiment un pionnier. Et là, on avait absolument tous les médiums. Ah bah là, c'était les ventes Zloty. C'est ma mère qui a commencé. C'était en 2007, au moment de la création de l'hôtel des ventes à Montmorency, d'Aix-la-Barre. 2007, la première vente d'atelier, c'était totalement inédit. Bon, même si c'était un artiste connu, il était déjà connu en fait. Il n'en avait pas forcément lui-même conscience, mais il était déjà connu dans le milieu des collectionneurs. Et bon, c'est quand même, il a une histoire incroyable. C'était l'élève d'Yves Klein. Il a exposé la première biennale avec Arroyo. Il a été censuré par Malraux. Enfin, c'est un artiste. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y en a quand même 5 au centre Georges Pompidou à Beaubourg, à Paris, bon, si c'est en travaux en ce moment. Mais voilà, c'est un artiste génialissime. Et la vente d'atelier, ça a été le moyen de mettre sur le marché autour de 300 œuvres. On avait même fait une partie avec des œuvres surprises qui n'étaient pas cataloguées hors catalogue. Il fallait vraiment être sur place pour pouvoir assister à la vente de ces œuvres-là. Donc c'était toute une manière de créer un peu l'événement. Et puis toutes les ventes après, donc c'était 2013 et 2018, ont été à chaque fois une réussite et ont confirmé vraiment la place de l'artiste sur le marché. Et aujourd'hui, on a des adjudications pour des œuvres bien datées, autour de 12, 15, 18 000 euros.
Donc c'était vraiment, voilà, c'est une belle histoire. Ouais. Oui, parce que dans ces ventes, alors à la fois, il y a les estimations sont souvent très très attractives. Très Il n'y a attractive. pas forcément aussi de points, de cotes sur laquelle Oui. se fixer. Mais il y a aussi des belles surprises, justement, avec les prix qui s'envolent pour certaines œuvres. C'est tout à fait vrai. Et on voit, c'est des prix. Les prix sont vraiment variables en fonction du coup de cœur. Il n'y a pas de. En fait, une vente d'atelier, je crois que le plus difficile. Nous, on fait en tant que commissaire-priseur, on fait la vente, on essaie d'expliquer ce qu'a produit l'artiste et pourquoi il l'a fait, et de réexpliquer un contexte. Mais le plus dur, c'est pour l'acheteur. Moi, je serais bien incapable de savoir jusqu'à quel prix m'arrêter, jusqu'à quelle enchère, jusqu'à comment se dire, bah tiens, je veux celui-là, mais si j'ai pas celui-là, je veux celui-là, mais si j'ai pas celui-là. C'est la vente, pour moi, la plus dure. C'est quand on est assis sur le fauteuil dans la salle, ou derrière l'écran, sur un enchère, sur le live. C'est ça le plus dur. Et alors, donc, ce sont des ventes qui je crois, connaissent vraiment un engouement croissant. Ça se matérialise comment exactement ? Bah, on le voit déjà. Alors, on le voit, c'est assez amusant parce qu'on voit vraiment l'ébullition autour de la vente. Quand c'est le calme plat avant la vente, quand on n'a pas eu de visiteurs, quand on n'a personne à l'expo, personne n'en parle, bon, on se dit... Ça va pas forcément être facile, mais on va y arriver de toute façon. C'est bien, nous on y croit, donc c'est le principal. Et finalement, on retombe toujours sur nos pieds, ça se passe bien. Mais il y a des fois où là, on sent vraiment une agitation, où on a un nombre d'inscrits mais colossal sur la vente, où on sait que chaque lot va trouver son public et où on sait déjà que les enchères et les prix d'adjudication sont très très éloignés des montants d'estimation. Ça, on le sent. Ça, on le voit. Est-ce que vous voyez un renouvellement du public ? Oui, alors c'est un renouvellement qui est assez intéressant. On a souvent un public plus jeune pour ce type de vente, plus jeune, parfois on va dire des nouveaux collectionneurs, des néophytes, des personnes qui achètent au coup de cœur, des personnes qui n'ont pas forcément, qui n'avaient pas prévu, en tout cas avant de tomber sur la vente, de se dire bah tiens, on va changer tous les talbots dans la maison, on va acheter plein de talbots dans son atelier. Donc non, c'est une vente, je trouve, qui permet de capter un public très différent et très différent du public habituel d'une salle de vente aux enchères. Oui. C'est un bon moyen de commencer une collection d'art. Je trouve ça génial. Ouais. C'est génial. On peut. Et d'ailleurs, il y a eu des ventes d'ateliers. Il y a eu des ventes d'ateliers où je pense à Tutune Jean dans les années 60. Il y a eu Jacques Germain dans les années 2000. C'est des artistes finalement assez importants. Il y a eu des ventes d'ateliers. C'était abordable. Il y a eu Fujita aussi il n'y a pas si longtemps. Ça permet de mettre un certain nombre d'œuvres sur le marché et c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais. Est-ce que c'est assez le public est assez local ou au contraire international ? Et je pense par exemple à votre vente très récente d'une peintre hongroise qui a été active notamment dans les années 20 et qui a une certaine notoriété à l'international. Est-ce que pour ce type de vente-là, les frontières s'ouvrent ? Oui, les frontières s'ouvrent, on le voit avec donc, ce fameux fonds d'atelier autour de l'œuvre d'Olga Zekeli. D'ailleurs, parce que vous avez ramené. J'en ai ramené un en souvenir. C'est un peu, vous avez ici une vue de New York réalisée à la fin des années 60, milieu des années 60. Mais c'est une artiste, donc, comme vous l'avez très justement indiqué, d'origine hongroise, qui a donc travaillé à Paris dans les années 20, dans les années 30, et qui ensuite est partie finalement pour embrasser une carrière de portraitiste internationale à New York et à Chicago, où elle a été exposée, où elle recevait des commandes, où elle avait un public de personnes notamment très influentes dans le milieu de la psychanalyse. Et donc il y a un lien assez intéressant quand vous êtes à la fois portraitiste et inscrit dans ce milieu psychanalyste où vous allez chercher de la profondeur dans le portrait. Finalement, New York, les États-Unis, elle a été exposée dans des galeries prestigieuses. Je pense notamment à une exposition en 1949 chez Bernheim Jeune à Paris. C'était quand même une galerie, la référence. On a des photos d'époque en plus, donc ça c'est génial. Donc là, est-ce qu'on est sur une clientèle justement internationale ? Et là, on a des acheteurs aux États-Unis qui, je pense, avaient déjà peut-être
même déjà dans leur collection quelque part des tableaux du peintre ou dans le pays, dans le point de départ, des acheteurs hongrois. Et c'est la magie aujourd'hui d'un tel enchère. Vous avez la possibilité de suivre une vente depuis l'autre bout de l'Europe, depuis l'autre bout du monde. À part le fuseau horaire, il n'y a pas trop d'obstacles. Merci beaucoup Jules Régis d'avoir été avec nous pour parler des ventes de fonds d'atelier. Je vous propose, juste avant de nous quitter, un petit point météo avec Lucien qui a pris la température du marché avec les dernières adjudications. C'est la météo des enchères. Bonsoir, place à la météo des enchères. Le ciel était dégagé en Touraine ce week-end, tant et si bien que Rouillac, père et fils, n'ont pas vu l'orage arriver. Un déluge d'enchères s'est abattu sur la salle, notamment pour une Sainte Dorothée d'Artemisia à Gentileschi, qui levait, elle, prudemment les yeux au ciel. Peut-être avait-elle senti venir la perturbation. Le tableau est parti à 471 200 €. Les perturbations ont gagné la moitié nord avec à Neuilly, chez Agut, la vente du fanion de la finale de la Coupe du Monde 98. Match qui avait vu les Français battre la Seleção 3-0. L'artefact s'est envolé à 9 880 €, soit à peine plus cher que les billets de la Coupe du Monde qui s'ouvre cet été, des prix stratosphériques. Vous avez profité d'une éclaircie du côté de Chartres pour faire une randonnée dans la Beauce et visiter la cathédrale. Vous avez bien raison, comptez sur moi pour vous imiter. Et si vous êtes passé par la galerie de Chartres, vous avez peut-être croisé les automates de Gustave Vichy. Plusieurs ont trouvé preneur ce week-end, dont l'élégante au lorgnon, un bijou d'ingénierie capable d'ajuster son binocle de la main droite, tout en s'éventant de la main gauche. Adjugé 8 296 €. Voilà, on arrête les frais pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point météo. Attention, les températures risquent d'être caniculaires. Alors Jules, à Deuil-la-Barre, l'été s'annonce caniculaire. Caniculaire, oui, en tout cas, j'espère pas trop. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud, parce qu'on a quand même un programme encore chargé, avec une belle vente de bijoux, d'argenterie, d'horlogerie. On a une autre vente de tableaux le 7 juillet, et puis au milieu de tout ça, comme d'habitude, une vente de mode vintage. Ça fait aussi partie des spécialités maison, donc on sera en tout cas, on sera ravis de vous retrouver. Et puis même une vente. Ah oui, celle-là, j'avais failli l'oublier. Une vente à l'extérieur, sur place. On va aller se promener un peu loin. On va partir en région, partir en Bourgogne pour une vente sortie de grange avec une collection de voitures totalement loufoques, voitures populaires d'après-guerre, une vingtaine de véhicules proposés en l'état aux enchères. Et ça se passera le 3 juillet. Très bien, et bien on suivra ça avec attention sur interenchères.com. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Folles Enchères TV. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles ventes complètement marteau.